Une mère âgée a été abandonnée par son fils après qu'il ait atteint la fortune, mais lorsqu'elle mendiait dans les rues, un ami d'enfance de son fils l'a trouvée. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Par une matinée grise, où le ciel semblait peser autant que son âme, Madame Élodie marchait d'un pas lourd et mal assuré sur le terrain accidenté d'une vaste décharge. Esseuse cheveux gris, autrefois bien entretenus, se confondèrent désormais avec les mèches ébouriffées que le vent s'obstinait à fouetter contre son visage fatigué. Chaque pas lui rappelait la vie qu'elle avait été forcée de laisser derrière elle. Chaque boîte de conserve dans laquelle elle fouillait à la recherche d'un objet de valeur était un écho de la trahison qui ensanglantait encore son cœur. Élodie ne peut s'empêcher de penser à son fils Florian, qui a transformé son existence en un cauchemar de solitude et de misère. Des larmes salées se mêlent à la poussière et à la saleté de son visage lorsqu'elle se souvient de ce jour funeste. Elle avait interpellé Florian au sujet de sa nouvelle petite amie, une femme qu'elle considérait comme une intruse, une personne qui ne semblait intéressée que par le statut et la fortune que Florian, après des années de dur labeur, avait accumulé. « Florian, mon fils, ne vois-tu pas qu'elle ne t'aime pas? Elle ne veut que ce que tu peux lui offrir. » avait plaidé Élodie, la voix tremblante de désespoir et de peur de perdre son fils entre les griffes d'une inconnue. « Assez, maman !» avait crié Florian, la colère déformant son visage autrefois aimable. « Je ne te laisserai pas détruire mon bonheur. Tu n'es qu'une vieille femme aigrie. » Les mots avaient été comme des coups de poignard, tranchant plus profondément que la lame la plus aiguisée. Et avant qu'elle n'ait pu digérer la réalité du rejet, elle s'est retrouvée à la rue avec ses modestes possessions. Jetée hors de chez elle, sa maison transformée en un lieu étrange et hostile. Aujourd'hui, alors qu'elle fouille dans les ordures, le souvenir de son confort d'antan contraste douloureusement avec sa misère actuelle. Floriane vivait sa vie de joies et de luxe, tandis qu'elle affrontait l'indifférence du monde, luttant pour chaque souffle au milieu de l'abandon. Ce jour-là, alors qu'Élodie plonge ses mains ridées dans un énième tas d'ordures, son cœur bondit à la vue d'une voiture familière qui roule sur la route adjacente à la décharge. C'est la voiture de Florian, immanquable et rutilante, symbole de tout ce qu'elle a perdu. « Florian, c'est moi, ta maman !» crie-t-elle d'une voix rauque en faisant des signes frénétiques pour attirer son attention. Mais Florian était perdu dans son bonheur, fredonnant un air léger, complètement oublieux du monde extérieur et surtout de la présence de sa mère. Il ne détournait même pas le regard, l'esprit et le cœur fermés à la dure réalité à laquelle sa propre mère était confrontée. Élodie, les bras toujours tendus, sent le poids de l'abandon s'abattre à nouveau sur elle. Les mots d'appel s'éteignent dans sa gorge, remplacés par un sanglot silencieux. Elle se réfugie à l'ombre d'une montagne de déchets, se sentant plus invisible que jamais. La solitude est une compagne cruelle, mais à ce moment-là, elle semble être la seule à rester à ses côtés. Alors que les larmes ruissellent sur son visage usé par le temps, elle murmure pour elle-même, essayant de trouver un peu de force au milieu du désespoir. « Je suis toujours là. Je suis toujours en vie. » La voix était un souffle, presque emporté par le vent, mais porté par la résilience de quelqu'un qui a tout perdu, sauf l'espoir que, peut-être un jour, son fils verrait au-delà des paillettes superficielles d'une vie trompeuse et reconnaîtrait la vraie valeur de l'amour d'une mère. Tandis qu'Élodie se débat avec sa sombre nouvelle réalité, son fils Florian jouit d'un mode de vie d'une opulence débridée, immergé dans une atmosphère de matérialisme exacerbé. Son luxueux appartement au cœur de la ville était un sanctuaire de confort et d'extravagance, rempli d'objets de valeur et de décorations importées, chaque objet témoignant de sa richesse. Cependant, le socle doré de sa vie est fissuré par des tensions et des insatisfactions que l'argent ne peut guérir. Florian, avec sa femme Mireille à ses côtés, semble tout avoir. Mais le luxe ne comble pas le vide d'une relation conjugale marquée par des exigences et des mécontentements constants. Mireille, une femme d'une beauté stupéfiante et aux ambitions tout aussi élevées, ne semblait jamais satisfaite. Son insatiable besoin de plus de bijoux, plus de fêtes, plus d'attention, est une source constante de friction entre eux. Un après-midi particulièrement tendu, Florian se retrouve au téléphone avec Mireille, qui fait une nouvelle fois ses courses à Paris.
La conversation passe rapidement de la cordialité à l'affrontement, Mireille l'accusant de ne pas lui fournir suffisamment d'argent pour lui permettre de mener le style de vie qu'elle souhaite. « Il faut que tu comprennes, Florian, que ce n'est pas qu'une question d'argent. » Sa voix stridente résonne dans le téléphone. « Il s'agit de maintenir un certain niveau d'exigence. Tu m'as promis que j'aurais le meilleur, mais ces derniers temps, tu as l'air de faire marche arrière. » Florian se frotte la tempe, sentant son irritation grandir. « Mireille, on en a déjà parlé. Nous dépensons plus que nous ne pouvons nous le permettre. Il faut être raisonnable. » Raisonnable ? Sa voix a monté d'un octave. « Je ne t'ai pas épousé pour que tu sois raisonnable. J'attendais de toi que tu tiennes tes promesses. » Les mots de Mireille l'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, chacune de ses demandes lui rappelant la superficialité et l'éclatement de son mariage. Florian a mis fin à l'appel avec un mélange de colère et d'épuisement, réfléchissant à la façon dont sa vie était devenue un cercle vicieux d'accumulation matérielle sans réelle satisfaction émotionnelle. Il a regardé son appartement impeccable, chaque objet parfaitement placé, chaque surface brillante, mais tout semblait dépourvu de chaleur ou d'amour véritable. Dans ce moment de réflexion, l'image de sa mère, Madame Élodie, lui revient à l'esprit. Son expression de tristesse et de déception lorsqu'il l'a mise à la porte, sa voix tremblante d'un mélange de peur et de supplication. Ce souvenir s'accompagne d'une culpabilité qu'il tente d'étouffer au quotidien par son aisance matérielle. L'indifférence avec laquelle il a traité sa mère se reflète désormais dans son mariage. Tout comme il avait ignoré les besoins émotionnels d'Élodie, il se retrouvait piégé dans une relation où les émotions et le soutien mutuel étaient négligés au profit des apparences et de l'étalage de la richesse. L'ironie de sa situation ne lui échappe pas. Alors qu'il tente de noyer sa solitude dans le confort matériel, sa mère est confrontée à la solitude dans des conditions inhumaines. Florian s'assit, le poids de ses choix lui pesant plus que le confort de son canapé hors de prix. L'écho des paroles de sa mère, son image désespérée tentant d'attirer son attention, le hantait plus que jamais. Au milieu des paillettes de sa vie luxueuse, il commençait à se demander si le coût de tout cela valait la peine de faire souffrir ceux qu'il était censé aimer et protéger. L'après-midi même, alors que la mélancolie s'empare de Florian, son esprit s'efforce d'écarter toute pensée pour sa mère, Madame Élodie. Pour lui, ses souvenirs sont chargés d'une culpabilité et d'une responsabilité qu'il choisit de classer dans la catégorie des nuisances financières inutiles. « C'est juste un problème de plus que je n'ai pas à résoudre maintenant », pensait-il, en détournant son attention vers les soucis sans fin que l'argent pourrait, en fait, résoudre. Alors que Florian est plongé dans son indifférence, le destin tisse une toile de compassion dans un autre quartier de la ville. À la décharge où Élodie cherche désespérément un moyen de subsistance, une figure du passé surgit inopinément. Gaspard, entrepreneur prospère dans le secteur du recyclage, se trouvait sur place pour inspecter les opérations lorsque son regard s'est arrêté sur une scène, une femme âgée, frêle et désespérée, fouillant dans les ordures. S'approchant prudemment, il reconnaît Élodie, la femme qui a été une figure maternelle pour lui dans son enfance, lorsqu'elle travaillait comme nounou. « Madame Élodie ?» appelle Gaspard d'une voix hésitante mais claire et inquiète. Élodie se lève, surprise et un peu effrayée, ses yeux scrutant le visage de l'homme en face d'elle. « Gaspard, c'est toi, mon garçon ?» répond-elle d'une voix tremblante, ses yeux se remplissant de larmes en reconnaissant le jeune homme qu'elle a soigné avec tant d'amour il y a des années. Devant l'état d'Élodie, Gaspard ne peut contenir son émotion. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demande-t-il d'une voix pleine d'inquiétude. Élodie hésite, mais la vérité est trop lourde à garder. Elle raconte à Gaspard la trahison de son fils, avec des mots pleins de douleur mais sans rancœur. En entendant cette histoire, la compassion de Gaspard se transforme en détermination. « Vous venez avec moi, Madame Élodie. Vous ne pouvez pas rester ici. Je vais m'occuper de vous. » Ainsi, contrairement à Florian, Gaspard a agi avec l'empathie et l'humanité que la situation exigeait. Il a accueilli Élodie chez lui, un endroit chaleureux qui contrastait avec la froideur et la misère de la décharge. Élodie a été accueillie non pas comme un fardeau, mais comme une invitée d'honneur, avec la dignité qu'elle méritait. Dans les jours qui suivent, Gaspard prodigue des soins médicaux à Élodie et s'assure qu'elle dispose d'une nourriture suffisante et d'un environnement sûr. Il était déterminé à rétablir non seulement sa santé, mais aussi sa foi en l'humanité, qui avait été si brutalement ébranlée. L'acte de pure bonté de Gaspard forme un contraste saisissant avec l'indifférence et le matérialisme de Florian.
Alors que Florian s'enferme dans sa bulle de luxe, incapable d'affronter la réalité des conséquences de ses choix, Gaspard montre qu'en fin de compte, la véritable richesse d'un homme ne se mesure pas au solde de son compte en banque, mais à la générosité de son esprit et à sa capacité à agir avec amour et à se soucier des autres. La vie d'Élodie, désormais entre les mains bienveillantes de Gaspard, semblait enfin retrouver l'espoir et la paix, loin de la trahison et de l'abandon que son propre fils lui avait imposé. Dans la tranquillité de la maison de Gaspard, un environnement où chaque objet semble porter une certaine sérénité, Madame Élodie a trouvé l'espace pour partager davantage sur son histoire tragique. Une tasse de thé à la main, qui tremble légèrement sous le poids de l'émotion, elle raconte à Gaspard comment Florian l'a persuadé de vendre son appartement en lui promettant de vivre avec lui. Il s'agissait de financer une affaire qui promettait de prospérer, ce qui fut le cas pendant un certain temps. Cependant, lorsque l'affaire a enfin décollé, sa présence est devenue gênante pour lui, surtout après qu'Élodie a exprimé sa désapprobation à l'égard de la fiancée de Florian, qu'elle considérait comme intéressée et manipulatrice. « Il m'a dit que je l'empêchais d'être heureux, Gaspard », révèle Élodie, la voix empreinte de douleur. « Après tout ce que j'ai sacrifié, il m'a quitté sans aucun remords. » Ces mots résonnèrent dans la pièce avec une force sombre, et Gaspard ressentit un mélange de colère et de tristesse en entendant la cruauté et l'égoïsme de Florian. L'homme que Gaspard avait connu dans son enfance, qui avait joué et ri avec lui, semblait s'être transformé en un être méconnaissable. Assis à côté d'Élodie, Gaspard réfléchit aux changements radicaux du caractère de Florian. Comment celui qui partageait des bonbons et des secrets a-t-il pu devenir quelqu'un qui rejette sa propre mère avec une telle froideur ? Florian et moi avons couru dans les mêmes champs, Élodie, murmure Gaspard, plus pour lui-même que pour elle. Mais en cours de route, il a dû perdre son sens moral. En entendant cela, Élodie acquiesça lentement, la tristesse et la compréhension se mêlant dans ses yeux. « J'ai toujours essayé de lui apprendre à apprécier les gens plus que l'argent, mais il semble que j'ai échoué. »« Non, tu n'as pas échoué, » répond Gaspard d'une voix ferme et rassurante. « Certains chemins, une fois choisis, sont difficiles à abandonner. Mais maintenant, tu es ici avec moi, et je te promets de veiller sur toi. Je veillerai à ce que tu aies tout, ce dont tu as besoin, un foyer et la sécurité que ton fils t'a refusé. » L'engagement de Gaspard est plus qu'une promesse, c'est le vœu de rendre à Élodie sa dignité et son confort. Il prévoit non seulement de lui fournir un toit, mais aussi de recréer le sens de la famille et de la communauté qu'elle a perdue. Pour Gaspard, s'occuper d'Élodie est une façon de réparer une partie des dommages que le monde lui a infligés, en montrant que tout le monde ne suit pas la voie de l'égoïsme et de la cupidité. Le contraste entre les actions de Gaspard et celles de Florian ne pourrait être plus frappant. Alors que l'un a choisi la voie de l'empathie et de l'attention, l'autre s'est perdu dans la poursuite incessante de la richesse et du succès, oubliant les valeurs humaines fondamentales. Cette histoire, entremêlée de bonté et de cruauté, montre que les choix que nous faisons ne définissent pas seulement notre vie, mais touchent aussi profondément celle de ceux qui nous entourent. Le cœur lourd mais déterminé, Gaspard décide qu'il ne peut rester les bras croisés après avoir entendu la douloureuse histoire de Madame Élodie. Se souvenant de l'affection et des soins qu'elle lui avait prodigués durant son enfance, il se sentait tenu de lui rendre l'appareil. Plus qu'une nounou, Élodie était une figure maternelle qui lui avait offert amour et sécurité à des moments cruciaux de sa vie. Pris d'une ferme résolution, Gaspard est allé à la rencontre de Florian, déterminé à le confronter à ses actes et à la nécessité d'assumer la responsabilité du bien-être de sa mère. Arrivé dans la luxueuse demeure de Florian, il est accueilli avec une froideur qui laisse présager la difficile conversation qu'ils vont avoir. Lorsqu'il ouvre la porte, Florian est plus intéressé à montrer ses récentes acquisitions artistiques et les ornements coûteux qui décorent son hall d'entrée qu'à discuter de quoi que ce soit de substantiel. « Regarde, Gaspard, comme la vie a été généreuse avec moi, chaque pièce raconte une histoire de réussite. » se vante Florian, ignorant le regard sévère de Gaspard. Gaspard ne se laisse pas distraire. « Je ne suis pas venu ici pour parler décoration, Florian. Je suis là pour ta mère, Élodie. Comment as-tu pu l'abandonner comme ça ? Elle souffre, elle vit dans des conditions inhumaines alors que vous vous complaisez dans le luxe, » dit Gaspard d'une voix pleine de déception et de reproche. Florian, avec un sourire qui s'efface rapidement, répond avec une indifférence glaciale. « Élodie l'a cherché, Gaspard.
Elle s'est opposée à Mireille et à tout ce que j'avais prévu pour notre avenir. Je ne peux pas la laisser entraver ma vie à cause de ses insécurités et de ses préjugés. Elle est responsable de ses choix. » La réponse de Florian est un mélange de dédain et d'instinct de conservation, ne montrant aucune empathie pour la situation de sa mère ou les sentiments de Gaspard. Gaspard a ressenti un mélange de colère et de désolation en réalisant à quel point Florian était plongé dans son propre récit, incapable de reconnaître le poids de ses actes. « Tu peux te tromper toi-même, Florian, mais tu ne peux pas tromper ceux qui connaissent vraiment la valeur de l'amour et de la famille. Ta mère mérite plus que ta négligence et ton mépris, » répond Gaspard, la voix ferme et pleine d'autorité morale. Conscient qu'il ne pourra pas faire changer d'avis Florian, Gaspard quitte la maison avec un sentiment de tristesse pour son ancien ami, mais aussi avec une détermination renouvelée de veiller sur Madame Élodie. Il sait que le chemin sera difficile, mais la conviction de faire le bon choix lui donne de la force. De retour chez lui, où Élodie est désormais en sécurité, Gaspard s'engage encore davantage à lui apporter tout le soutien nécessaire, tant physique qu'émotionnel, pour qu'elle retrouve sa dignité et un peu de paix. L'indifférence cruelle de Florian n'a fait que renforcer chez Gaspard l'importance de ses valeurs et la nécessité d'y rester fidèle, quel qu'en soit le prix. Malgré la clarté et la sincérité avec lesquelles Gaspard expose la situation déchirante de Madame Élodie, Florian reste immergé dans sa bulle de suffisance et de richesse matérielle. La froideur de son cœur est évidente. Il écoute les paroles de Gaspard, mais sa réponse est marquée par un désintérêt choquant. « Si ma mère a choisi cette voie, c'est son problème. Moi, j'ai des projets et des investissements à faire, » dit Florian, écartant la gravité de la situation avec une froideur calculatrice. Dans les mois qui suivent, alors que Florian poursuit sa vie de luxe, Madame Élodie trouve en Gaspard non seulement un protecteur, mais un véritable fils dans l'âme. La gentillesse et l'affection qu'il lui porte sont comme un baume sur les blessures de son âme. Cependant, la vie a pris un autre tournant difficile pour Élodie. Après une visite à l'hôpital en raison d'une faiblesse persistante, les médecins diagnostiquent une maladie en phase terminale. La nouvelle est un coup dur, mais la présence constante et rassurante de Gaspard l'aide à affronter la réalité avec dignité. Réfléchissant à sa vie pleine de difficultés, Élodie a exprimé sa gratitude envers Gaspard, dont la gentillesse au cours des derniers mois lui a apporté plus de paix qu'elle n'en avait ressenti depuis des années. « Gaspard, tu m'as donné ce que mon propre fils n'a jamais pu faire. Tu m'as donné ton humanité. Cela vaut plus que n'importe quelle richesse, » dit-elle en lui serrant la main, les yeux brillants de larmes de gratitude. Touché par l'état d'Élodie, Gaspard tente une dernière fois de faire appel au sens de l'humanité de Florian, espérant que la mort imminente de sa mère réveille en lui une once d'empathie. Il téléphone à Florian en lui expliquant l'état terminal d'Élodie et la nécessité de lui prodiguer des soins palliatifs qui pourraient au moins lui assurer un peu de confort dans ses derniers jours. La réponse de Florian est aussi choquante que révélatrice de son véritable caractère. « Tu me demandes de l'argent pour ça ? Tu sais, Gaspard, j'avais l'intention d'acheter une nouvelle voiture cette semaine. Le coût de ces soins pourrait bien être le dépôt initial de la voiture. C'est difficile de justifier cette dépense, » dit-il, la voix dénuée de toute trace de compassion. Cette comparaison cruelle entre la vie de sa mère et un objet matériel a porté le coup de grâce à tout espoir de réconciliation ou de rédemption pour Florian. Gaspard raccroche le téléphone, sachant qu'il ne pourra plus rien dire ou faire pour changer la nature de Florian. Il retourne aux côtés d'Élodie, déterminé à être là pour elle jusqu'à la fin, à lui offrir l'amour et le soutien que Florian refuse de lui donner. Malgré les efforts de Gaspard pour mettre Florian en contact avec la dure réalité de sa mère, Florian refuse catégoriquement d'assumer toute responsabilité affective ou financière à l'égard de Madame Élodie. Il refuse froidement de lui passer un simple coup de fil, ignorant ses demandes d'entendre sa voix une dernière fois. Pour Florian, les ponts étaient brûlés. Il était plus préoccupé par la protection de sa fortune et la poursuite de sa vie d'indulgence. Gaspard, complètement dégoûté par le manque d'humanité de Florian, comprend que tout espoir de réconciliation entre la mère et le fils est vain. Le cœur lourd, il se consacre entièrement à apporter tout l'amour et le réconfort possible à Madame Élodie durant ces derniers jours. Le temps qu'ils ont passé ensemble a été rempli de soins et de conversations profondes, où Élodie a réfléchi à sa vie, exprimant sa gratitude pour avoir eu Gaspard à ses côtés,
quelqu'un qui lui a montré le vrai sens de la famille et de l'amour inconditionnel. 2 années passent rapidement et la santé d'Élodie continue de se dégrader jusqu'à ce qu'elle s'éteigne paisiblement, à l'hôpital, Gaspard à ses côtés, lui tenant la main. Avant son départ, elle a laissé un message à Gaspard, enregistré sur un petit magnétophone, dont les derniers mots reflètent la gentillesse qu'il lui a témoignée et les moments précieux qu'ils ont partagés. N'oubliez jamais que la vraie richesse d'une personne se mesure à la gentillesse qu'elle répand et non à l'argent qu'elle accumule, dit-elle, la voix faible mais pleine d'amour et de sagesse. Alors que Gaspard pleure la perte d'une figure quasi maternelle, Florian vit sa propre déchéance. Trompé et trahi par ses associés, il voit sa fortune s'effondrer. Et ses amis et sa femme, attirés par sa réussite financière, l'abandonnent lorsque l'argent s'évapore. Florian se retrouve seul, privé du soutien et de l'amour qu'il avait rejeté dans le passé, une ironie cruelle pour quelqu'un qui avait toujours valorisé la richesse matérielle plus que les relations humaines. Au milieu de ces circonstances, Gaspard est resté un pilier de force et de gentillesse. Il a organisé des funérailles modestes et dignes pour Élodie, s'assurant qu'on se souviendrait d'elle pour sa générosité et sa gentillesse. En repensant aux années qu'ils ont passées ensemble, Gaspard éprouve un mélange de tristesse et de gratitude. La tristesse de perdre une âme si douce, mais la gratitude d'avoir eu l'occasion de lui montrer que, dans le monde, il y avait encore de la gentillesse et de l'amour véritable. Alors que le soleil se couche sur la ville, colorant le ciel de nuances d'orange et de rouge, Florian est seul dans son ancienne maison, désormais dépouillé de ses ornements. La misère qui l'entoure reflète la désolation de son cœur. La misère qui l'entourait reflétait la désolation de son cœur. Autrefois auréolé de richesse, il se retrouvait aujourd'hui dans la misère la plus totale, une justice poétique pour quelqu'un qui avait privilégié le matériel au détriment du spirituel et des liens humains. C'était l'homme qui avait tout sacrifié pour un empire qui s'écroulait au moindre signe de tempête, révélant les faibles fondations de relations construites non pas sur la confiance mutuelle, mais sur les intérêts et l'avidité. Sa femme l'avait abandonné, ses amis avaient disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ses partenaires commerciaux, ceux-là même qui l'avaient applaudi à chaque pas vers le sommet, étaient maintenant les héros de sa chute. En revanche, l'héritage de Madame Élodie a brillé en son absence, rappelant constamment le pouvoir de la bonté et de la compassion humaine. Gaspard, l'homme qui était devenu pour elle un fils plus que son propre sang, s'est consacré à honorer sa mémoire. Il a créé une fondation au nom d'Élodie, destinée à aider les démunis et les sans-abri, ceux qui, comme Élodie, ont été laissés en marge de la société. Chaque projet lancé, chaque vie touchée, chaque sourire apporté à un visage solitaire témoigne de la bonté qu'Élodie a répandue au cours de sa vie. C'est cette bonté qui s'épanouit maintenant, semée dans les nombreuses vies qu'elle a touchées, devenant un jardin de bonnes œuvres qui continueront à s'étendre, bien au-delà de sa présence physique. Élodie a laissé un héritage d'amour et d'attention, un rappel que, même dans les plus petites actions, l'impact peut être immense. Elle avait été une lueur d'espoir et la preuve vivante que la véritable richesse ne s'accumule pas dans des coffres, mais s'investit dans les personnes que nous aimons et dans l'attention que nous partageons. Florian, maintenant confronté aux ombres d'une vie vide, commençait à réaliser l'ampleur de son erreur. Chaque nuit solitaire, chaque jour sans but, lui a appris la valeur des relations humaines, la richesse d'un simple geste de gentillesse, quelque chose qu'il avait négligé pendant si longtemps. L'ironie de son destin ne lui échappe pas. Alors que Gaspard et beaucoup d'autres célébrèrent la vie et l'héritage d'Élodie, Florian était plongé dans les ténèbres de ses propres choix. La différence entre les héritages de la mère et du fils n'aurait pu être plus dramatique. D'un côté, la lumière de la compassion et de l'amour inconditionnel. De l'autre, l'ombre du mépris et de la cruauté. Les ruines de sa vie deviennent un lieu de réflexion profonde pour Florian. Esseuse regret, bien que tardif, commençait à germer dans les profondeurs de son âme troublée. Peut-être, se dit-il, est-il encore temps pour lui d'apprendre des erreurs du passé et de commencer à construire un nouvel héritage, qui pourrait en quelque sorte refléter la bonté que sa mère avait toujours attendue de lui. À la tombée de la nuit, Florian a contemplé le chemin qui lui restait à parcourir. Un chemin de rédemption, peut-être, où il pourrait commencer à réparer les ponts brûlés, non pas avec de l'or ou de l'argent,
mais avec des actes de gentillesse et une nouvelle appréciation de la valeur incalculable des relations humaines. C'était un chemin difficile, mais il savait maintenant que c'était le seul qui valait la peine d'être suivi. Le matin où Florian a réalisé qu'il avait tout perdu a été marqué par une inquiétante immobilité. Il n'y a plus le bruit du marché animé où s'échangent ses actions, ni les appels téléphoniques incessants de ses partenaires, mais le silence, signe avant-coureur d'une ruine totale. Lorsqu'il vérifie ses comptes, la réalité le frappe de plein fouet. Ses investissements se sont évaporés, ses comptes bancaires sont vides et l'empire qu'il a bâti au fil des ans n'est plus que ruine. Les luxes qui définissaient sa vie et son identité s'étaient effondrés comme des châteaux de sable dans le vent. La réaction de Mireille est immédiate et viscérale. Lorsqu'elle apprend que le mode de vie auquel elle s'était habituée est irrémédiablement perdu, le choc se transforme rapidement en colère. « Comment cela a-t-il pu arriver, Florian ? Tu m'avais promis la sécurité et la stabilité » s'exclame-t-elle, la voix chargée d'accusation et de dédain. Florian, un homme déjà brisé par le poids de ses pertes financières, regarde Mireille avec une profonde résignation. « J'ai tout perdu, Mireille. Il n'y a plus rien, » avoue-t-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure de désespoir. Mireille, incapable de faire face à l'ampleur de l'effondrement financier, ne tarde pas à montrer sa vraie nature. Avec une froideur glaciale, elle propose le divorce. « Florian, tu n'as plus rien à m'offrir. Le divorce est la seule solution pratique pour nous deux aujourd'hui, » dit-elle, avec des mots aussi calculés que ses intentions. Florian, conscient de l'amour conditionnel de Mireille qui a toujours dépendu de sa richesse, se contente d'acquiescer en silence, trop épuisé pour argumenter ou même ressentir autre chose que la douleur lancinante d'un cœur trahi. Mireille ne perd pas de temps. Aussi rapidement qu'elle était entrée dans sa vie, elle l'a quitté, cherchant déjà à le remplacer par quelqu'un qui pourrait maintenir le niveau de vie auquel elle était habituée. Son départ a été rapide et efficace, un départ sans adieu émotionnel, juste la détermination froide de quelqu'un qui cherche son prochain avantage. Florian était seul, vraiment seul pour la première fois depuis de nombreuses années. Le vide de sa maison faisait écho au vide de sa vie. Sans compagnie, sans femme et sans amis, il était confronté à la réalité dévastatrice que tout ce à quoi il tenait n'était qu'une illusion, entretenue par l'argent et le statut. La superficialité de l'amour de Mireille est une leçon douloureuse mais nécessaire. Elle reflète les choix qu'il a lui-même faits, des choix qui privilégient le matériel sur le spirituel, l'extérieur sur l'intérieur. Face à l'abîme de son existence, Florian commence à prendre conscience du coût réel de ses erreurs. Les conséquences immédiates de sa ruine financière n'étaient que le début d'un long voyage de réflexion et de rédemption potentielle. Alors qu'il était confronté à des nuits solitaires et à des journées sans but, Florian a commencé à s'interroger sur ceux qui comptaient vraiment. Peu à peu, la douleur de ses pertes l'a forcé à regarder en lui-même, à évaluer l'homme qu'il était devenu et celui qu'il pouvait encore être. C'était un chemin plein d'incertitudes, mais aussi de possibilités, une chance de reconstruire, non pas sa fortune, mais son caractère et son âme. Par une nuit froide et lugubre, Florian erre dans sa maison déserte, un espace vide où le silence et les ombres s'entremêlent, amplifiant la gravité de sa solitude. Les murs dépouillés de leurs luxueux ornements n'étaient plus qu'un douloureux rappel des jours de gloire qui s'évanouissaient comme un rêve à l'aube. Dans chaque recoin sombre, résonnaient les rires et les conversations d'une époque qui n'existait plus, une époque où lui, enivré par l'arrogance de sa richesse, avait ignoré les vraies valeurs de la vie. Assis sur le sol froid de son salon, Florian revit les moments où sa mère, Madame Élodie, avait tenté de le mettre en garde contre les dangers de son ambition débridée. Les souvenirs de ces paroles, autrefois considérées comme une simple nuisance, résonnaient maintenant dans son esprit avec une clarté douloureuse. Gaspard avait été direct dans ses avertissements. « Tu récolteras ce que tu auras semé ». Ces mots, autrefois ignorés, formèrent maintenant le cœur de sa condamnation. Tourmenté par la culpabilité et le remords, Florian se retrouve incapable d'échapper à la vérité que ses choix ont révélée. La perte de sa fortune, punition sévère imposée par le destin, n'était que la surface de son véritable effondrement. La perte de sa mère, chassée de sa vie et de son cœur par la cupidité et l'orgueil, était la blessure qui ne cessait de saigner. Cette nuit-là,
Dans un élan de désespoir et un besoin soudain de rédemption, Florian décide qu'il doit faire face au passé et demander pardon à la seule personne qui lui a toujours voulu du bien, sa mère. Le cœur lourd et le corps tremblant, il se rend chez Gaspard, l'homme qui avait promis de veiller sur Élodie dans ses derniers jours. Arrivé sur place, l'inquiétude et la peur l'envahissent. Gaspard l'accueille d'un air grave, et avant que Florian ne prenne la parole, il lui dit « Florian, ta mère est décédée. Elle est partie il y a quelques mois. » La voix de Gaspard était grave, empreinte d'une tristesse résignée, mais chaque mot frappait Florian comme un coup dévastateur. Le monde semble tourner autour de Florian qui tombe à genoux, l'impact de la nouvelle le mettant à terre physiquement et émotionnellement. Les larmes inondent ses yeux et de violents sanglots secouent son corps. « J'arrive trop tard. Mon Dieu, pourquoi suis-je toujours en retard ?» hurle-t-il, sa voix se répercutant sur les murs de la modeste maison de Gaspard. Les larmes de Florian sont un mélange de douleur, de regret et de constatation cruelle que sa quête de pardon est arrivée désespérément tard. Gaspard posa une main sur son épaule, un geste de compassion pour un homme manifestement brisé par ses propres choix. De retour chez lui, la réalité de sa ruine financière et personnelle le confronte sans pitié. Mireille, son épouse, a demandé le divorce, ne voyant plus en lui l'homme puissant qu'il était, mais un fardeau. Son départ a été aussi rapide que sa décision, laissant Florian seul, sans amour, sans amis, et maintenant, sans famille. Sans domicile fixe et criblé de dettes, Florian est confronté non seulement à la perte de sa fortune, mais aussi à celle des personnes qui comptent le plus pour lui. Il a tout sacrifié à la poursuite d'un succès éphémère et, au bout du compte, il se retrouve seul, avec l'héritage de sa mère qui résonne dans son esprit. Au milieu de son désespoir, Florian a commencé à réfléchir aux possibilités de reconstruire sa vie, non plus avec les blocs de la cupidité, mais avec les fondations de la gentillesse et de l'amour que sa mère avait toujours appréciés. Au crépuscule de sa vie gâchée, Florian se trouve à la croisée des chemins, entre réflexion et remords. En marchant dans les rues, en regardant les familles rire et partager des moments ensemble, il ne peut s'empêcher de se sentir profondément isolé. Seuse pas l'on conduit jusqu'à la maison de Gaspard, à la recherche de réconfort ou peut-être de compréhension dans un endroit où il savait que l'amour et les valeurs authentiques étaient encore présents. À son arrivée, Florian est accueilli par Gaspard avec une sérénité qui le déconcerte. Il n'y avait pas de jugement dans son regard, juste une acceptation calme de sa présence. Et c'est au milieu de ce calme que Florian fut témoin d'un moment qui allait remettre en cause le cœur même de son existence. Gaspard, avec un sourire radieux, lui annonce qu'il va bientôt devenir père. La joie pure et sans retenue qui émanait de lui était palpable, et son bonheur n'était pas ancré dans des gains matériels, mais dans l'amour profond pour sa famille qui s'agrandissait. En observant Gaspard dans ce moment de pur bonheur, Florian ressent une vive épiphanie. Il a commencé à réaliser que toute sa vie, il avait cherché la joie au mauvais endroit. Ce ne sont pas les comptes en banque pleins à craquer ou les possessions luxueuses qui procurent le véritable épanouissement, mais les moments de connexion authentique, les rires partagés et l'amour qui va au-delà des circonstances matérielles. Encouragé par cette nouvelle prise de conscience, Florian accepte l'invitation de Gaspard à visiter le cimetière où repose Madame Élodie. En marchant aux côtés de Gaspard dans ce lieu paisible, chaque pas semblait porter le poids de ses erreurs passées. Alors qu'il s'approche de la pierre tombale de sa mère, Florian sent le monde autour de lui disparaître, ne laissant que lui et les souvenirs de sa mère. Devant la tombe de Madame Élodie, Florian est envahi par une vague d'émotions. Les mots ont commencé à jaillir, d'abord avec hésitation, puis avec une ferveur croissante. « Maman, tu me manques tellement » murmure-t-il, les larmes coulant à flots sur son visage. J'étais aveugle, tellement absorbé par ma propre cupidité que je n'ai pas vu à quel point je te faisais du mal. Je t'ai abandonné au moment où tu avais le plus besoin de moi. Pardonne-moi, maman, pour tout ce que j'ai fait. Gaspard lui pose une main réconfortante sur l'épaule, un geste qui parle de pardon et de soutien. Sous le ciel qui s'assombrit peu à peu, Florian se sent un peu plus léger, comme si, en exprimant ses regrets, il pouvait enfin commencer à se libérer des chaînes de son passé. Après s'être recueillis sur la tombe, Florian et Gaspard se sont assis en silence, contemplant la vie et les erreurs.
Il était clair pour Florian que le chemin de la rédemption serait long et peut-être solitaire, mais il était prêt à l'affronter. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer les dommages causés, mais il pouvait vivre chaque jour en essayant d'être meilleur, en essayant de trouver une certaine paix dans l'acceptation et dans la poursuite du bien. Florian a appris à ses dépens que la véritable richesse d'un homme ne se mesure pas au poids de l'or, mais à la qualité et à la profondeur de ses relations. Fort de cette nouvelle perspective, il a entrepris de reconstruire sa vie, non plus en tant que magnat, mais en tant qu'homme qui accorde une importance primordiale à l'amour, à la famille et aux relations humaines authentiques. Cette nuit-là, alors que Florian lutte contre le sommeil agité d'un homme hanté par les regrets et la douleur de la perte, il se passe quelque chose d'extraordinaire. En rêve, il se voit dans un vaste champ serein, où le vent caresse doucement l'herbe sous un ciel clair et limpide. Devant lui, sa mère, Madame Élodie, apparaît avec une expression de sérénité qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle s'est approchée avec un sourire chaleureux, ses yeux reflétant une profonde compréhension et un amour inconditionnel. « Florian, mon cher fils, » commença-t-elle, sa voix aussi claire et réconfortante que dans ses souvenirs. « Ne t'accroche pas au passé et à la douleur qu'il a causée. Le vrai repentir apporte le changement, pas seulement le remords. Il est temps de recommencer votre vie, mais cette fois avec de nouveaux principes et de l'authenticité. N'attendez pas l'honnêteté de quelqu'un qui ne l'a jamais eue. Regardez vers l'avant avec un cœur pur et ouvert. » Les paroles de sa mère ont déferlé sur lui comme une vague de soulagement et de clarté, le baignant dans un pardon qu'il a ressenti comme une libération et une bénédiction. Elle l'a encouragé à se pardonner à lui-même et à adopter une nouvelle vision de la vie, fondée sur des valeurs authentiques et sur le respect mutuel entre lui et les autres. Florian s'est réveillé de ce rêve révélateur en se sentant purifié sur le plan émotionnel. Bien que la culpabilité pèse encore lourdement sur son cœur, il y a une nouvelle légèreté dans son esprit qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La vision de sa mère et ses sages paroles lui avaient donné une nouvelle direction et un nouveau but. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il pouvait laisser derrière lui la personne qu'il avait été et embrasser celle qu'il pouvait devenir. Fort de cette nouvelle détermination, Florian s'est préparé à affronter sa nouvelle réalité. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il était désormais armé d'une meilleure compréhension de ce que signifiait vivre une vie authentique et pleine de sens. Tout d'abord, il a prévu de se réconcilier pleinement avec Gaspard, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que mentor et modèle de vie intègre. Florian savait que Gaspard avait beaucoup à lui apprendre sur la vie, l'amour et le pardon. Il espérait humblement apprendre et peut-être, avec le temps, se racheter complètement aux yeux de son ami. Par ailleurs, Florian a accepté un emploi modeste que Gaspard lui a proposé dans son entreprise de recyclage. C'était un début modeste, mais pour Florian, cela représentait une étape fondamentale dans la reconstruction de sa vie, loin des excès et des erreurs du passé. Dans ce nouveau chapitre, ce n'est pas la richesse ou le statut qui déterminera son avenir, mais la simplicité, le travail acharné et la rédemption. Alors que Florian s'engageait dans son nouveau travail, chaque jour lui apportait un sentiment d'utilité et d'épanouissement que l'argent ne lui avait jamais procuré. Il construisait quelque chose de plus durable que la richesse matérielle. Il reconstruisait son âme, apprenait à apprécier les choses simples de la vie et redécouvrait la joie des relations humaines authentiques. Grâce à son renouveau intérieur et aux mesures concrètes qu'il a prises pour changer, Florian a lentement commencé à entrevoir une vie de paix et d'épanouissement authentique. Chaque instant de sa vie quotidienne est devenu une occasion de vivre les valeurs que sa mère avait toujours souhaité qu'il adopte, et chaque petite victoire est une célébration de la vie qu'il a choisi de mener à partir de maintenant.